Voilà, c'était le discours à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et pour décrypter, j'ai avec moi sur ce plateau Monsieur Abdelkader Meiga du M5 RFP. Monsieur Meiga, merci de répondre à notre invitation. Merci Djibrila, tout le plaisir est pour nous. Et aussi à Monsieur Badou Sidi Koba, journaliste. Monsieur Koba, merci de répondre à notre invitation. Merci, Merci pour votre disponibilité. Merci, c'est moi qui vous remercie. Le plaisir est toujours renouvelé. Monsieur Maïga, première question. Est-ce que le discours du président Ibrahim Boubacar Keïta satisfait au mémorandum? Merci Djibrila pour cette question. Pour répondre directement, je dirais non. Mais s'il faut répondre de façon générale, je dirais que le discours est vraiment pas ce auquel les Maliens s'attendaient. C'est un discours en deçà de toute attente, un discours surprenant, un discours creux, à la limite une insulte à la nation, au stade où nous sommes. Et je pèse mes mots parce que insulte c'est même peu, mais c'est une insulte quand même à la nation. À ces moments aussi graves, j'espère qu'on aura le temps de rentrer dans le corps du discours, mais franchement, au-delà du M5, il y a le Mali qui attendait ce discours-là. Et les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur sont vraiment déçus par rapport à la quintessence de ce discours. Monsieur Koba, est-ce que le discours du président Ibrahim Boubacar Keïta a répondu aux attentes de la population? Bon, moi je dirais d'abord que le discours du président Ibrahim Boubacar Keïta a fait l'effet d'une douche froide, d'une douche écossaise au niveau du M5 parce que le M5 pensait que le discours allait être conforme à l'esprit du mémorandum qui a été déposé sur sa table. Mais ça n'a pas été le cas parce que quand vous suivez le discours du président de la République, il a parlé du remembrement de la Cour constitutionnelle. Or, dans le mémorandum du M5, il a été clairement dit la dissolution de la Cour constitutionnelle, la dissolution de l'Assemblée nationale, la mise en place d'un gouvernement de large ouverture avec un Premier ministre choisi par le M5 et la société civile, un Premier ministre qui aura une feuille de route et qui va travailler sur la base de cette feuille de route. Donc, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'il a dit que cette Cour constitutionnelle remembrée va peut-être s'atteler à prendre en compte les cas des députés qui ont été mal élus et des députés qui ont été lésés et que et par rapport à l'Assemblée nationale même, vraiment, lui, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, il est prêt à prendre toutes les mesures qui s'imposent allant dans le sens de l'apaisement social. Et que si, constitutionnellement, il voit que ça ne va pas, il serait capable de dissoudre cette Assemblée nationale, ne serait-ce que pour faire baisser l'adrénaline. Monsieur Koba, le président a dit comprendre les angoisses de la population. Il a même salué les enseignants et les parents d'élèves pour leur diligence. Oui, il a salué les parents d'élèves, les enseignants, mais pour ce point précis, il faut saluer les M5 RFP. C'est sous la pression du M5 RFP que le président de la République a accepté finalement d'appliquer l'article 39. Nous, on est des journalistes, on est là pour faire des analyses. Il faut dire la vérité. Et vraiment, le M5 a été une force de revendication, une force de proposition. Et aujourd'hui, c'est le lieu de saluer ce mouvement, même s'il faut aussi rendre hommage au président de la République, parce que quelque part, il a joué à l'apaisement. Mais son discours, le discours qu'il a tenu, a été un discours qui n'a pas fait l'effet escompté chez la population, parce que la population s'attendait à un discours beaucoup plus pointu, à un discours plus rassembleur, et ça n'a pas été le cas. Et nous pensons que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, il va prendre en compte les préoccupations des uns et des autres et prendre d'autres dispositions allant dans le sens de l'apaisement général. Monsieur Meiga, le président, dans son discours, a invité les frères du M5 à se ressaisir. Il a même dit dans son discours, l'incompréhension justifie la posture prise par le M5. Oui, mais vous savez, c'est toujours comme ça, la spécialité, c'est de jeter toujours l'incompréhension ou le manque de culture ou le manque de compréhension des autres comme étant la source des problèmes. Mais il faudra comprendre. Je remercie M. Badou pour ce qu'il vient de dire par rapport au M5 et l'article 39. Mais il ne faut pas oublier que l'article 39, c'est une loi qu'il a signée, lui. C'est lui qui a signé la loi.
il a refusé de l'appliquer. Son gouvernement a refusé de l'appliquer. Donc aujourd'hui, n'eût été le mouvement M5, les enseignants resteront dans cette situation pendant très longtemps. Et vous voyez, dans ce discours, on nous dit qu'il est content parce que les écoles ont réouvert. Mais il y a des centaines quand même d'écoles qui sont fermées depuis des années. Je dis bien des centaines d'écoles sont fermées depuis des années. Et qu'en est-il de ces écoles, de ces établissements? Donc, ça, c'est de la poudre aux yeux. Je veux tout simplement dire, hier, nous avons pensé qu'à 20h, on allait avoir un discours. Un discours qui allait se plancher dans le fond sur la position du M5 et nous sortir des arguments techniques, juridiques pour montrer réellement que notre demande n'est pas recevable ou qu'il y a une porte de sortie. Ça n'a pas été le cas. Donc le mépris dont nous avions parlé dans notre déclaration du 5 est déjà justifié. Et lorsqu'on nous envoie aller discuter avec une majorité, laquelle des majorités? Parce qu'au Mali, par son système, tout est divisé. Les familles sont divisées, les confréries sont divisées, les institutions sont divisées. Tout ce que tu peux imaginer dans ce pays a été divisé par ce système-là. Donc il s'agit de quelle majorité? Nous avions rencontré ceux qui se disent majorité au siège du M5 RFP. Mais malheureusement, nous les avons dit ce jour-là qu'on a entendu ce qu'ils ont dit et nous allons penser à ça. Mais si le président qui est responsable de la situation, qui a la solution entre les mains, nous renvoie à d'autres personnes, ça veut dire tout simplement qu'il se dégage de ses propres responsabilités. C'est ce qui a été le cas. La gestion de la crise au centre, il a délégué à quelqu'un. La gestion de la crise au nord, il délègue quelqu'un. Et cette fois-ci également, il va déléguer à d'autres personnes. Donc, il n'est jamais présent lorsque son pays a besoin de lui pour prendre des grandes décisions et prendre des bonnes décisions. Je suis vraiment désolé qu'à ce stade où nous sommes, que le président nous dise qu'il va reconquérir l'intégrité territoriale. Mais attends, on nous prend pour des enfants ou on nous prend pour des Maliens qui vivent sur une autre planète ou quoi? Avec quoi on va le faire? Quels moyens on a pour le faire? Qui va nous permettre de le faire? Même les avions qui peuvent nous permettre de faire ça sont cloués au sol par sa faute. Et justement, le président a dit dans son discours, chaque crise offre l'opportunité de rebondir positivement et il promet de faire des compromis. Il a promis de faire des compromis. Oui, mais quel compromis il peut faire à ce stade de la vie de la nation qui va nous permettre de stabiliser ce pays? Ce que les Maliens ne comprennent pas. Nous n'avons rien contre la personne. Notre souci, c'est notre pays. Et nous sommes convaincus qu'au stade où nous sommes, le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a vraiment pas les ressources pour sauver ce pays-là. C'est l'existence du pays qui est menacée. Un discours de ce genre, à ce stade-là, moi me prouve sincèrement qu'il n'a pas été conseillé ou il a refusé d'écouter les conseils de ses conseillers. Donc je ne suis pas d'accord qu'à ce stade, qu'on nous dise des promesses. Par exemple, quand il parle de Covid-19, qu'est-ce que Covid-19 a à voir dans ce que nous sommes en train de réclamer aujourd'hui? Qu'est-ce que ça a à voir dans ce discours-là? Rien. Mais parlons de Covid-19. Nous, au contraire, ça nous choque. Parce qu'ils ont débloqué 500 millions, soi-disant, pour Covid-19. Et aujourd'hui... 500 millions 500 milliards. 500 milliards, du moins. 500 milliards pour lutter contre cette pandémie. D'abord, on se pose la question d'où sont sortis les 500 milliards alors que les enseignants étaient dans la rue près des mois pour 50 milliards maximum. D'où ça vient? Mais un calcul rapide. J'ai demandé à des gens, ce montant-là aujourd'hui, est-ce que ça a été investi réellement? Qu'est-ce qui a été fait? À des gens, c'est-à-dire des gens de la santé, voilà, des gens du domaine technique de la santé. Donc, vous le savez, 100 millions a été donné dans certains hôpitaux au Mali, 40 à 50 millions dans certains hôpitaux dans les régions et d'autres centres. Donc quand tu fais le calcul, moi rapidement j'ai fait le calcul, j'étais autour de 2 milliards. Sur 500 milliards, j'étais autour de 2 milliards.
Le reste, c'est parti où? Voilà des pratiques qui font qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de venir dire « je vais faire ça, je vais faire ceci ». Nous sommes aujourd'hui en face d'une crise profonde. Nous avions besoin de réponses urgentes et de réponses satisfaisantes. Quand il parle de gouvernement d'union nationale, ça a toujours été le cas. Depuis qu'il est arrivé, tout ce qu'il a eu comme gouvernement, c'est des gouvernements d'union nationale. C'est pourquoi nous voulons rompre avec ce système. Nous voulons qu'il y ait un gouvernement qui va lui le reposer parce qu'il n'a jamais pu travailler avec un gouvernement d'union nationale. Donc cette fois-ci, il faut qu'il y ait un gouvernement qui va vraiment être restreint, un gouvernement de mission qui va prendre en compte les difficultés de notre pays. Et justement, en parlant de difficultés, Monsieur Koba, le président s'est dit favorable à la venue d'une mission d'appui, de conseil et de réorientation de la CEDEAO au Mali afin de mieux appréhender les problèmes. Bon, l'arrivée d'une mission d'experts de la CEDEAO. Il y a déjà eu une première mission. Il y a eu une première mission, effectivement. Des personnalités de la CEDEAO sont effectivement venues pour prendre la mesure de la situation et faire des propositions. Mais est-ce que dans le discours même qu'il a tenu, est-ce qu'il a pris en compte toutes ces propositions? Et quand il dit que des experts de la CEDEAO vont venir pour aider à réorganiser, à restructurer la Cour constitutionnelle, moi je pense qu'au Mali, il y a des éminents juristes qui peuvent faire le travail. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Le problème est économique, social. C'est ça la réalité. Vous savez, depuis 2013, les choses se sont aggravées parce qu'au tout début de son mandat, l'administration malienne était présente à Kidal. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? On remarque que l'insécurité s'est déplacée vers le centre pour prendre une tournure communautaire. Et il n'y a pas longtemps, dans la région de Mopti, il y a eu des morts à Djimdo, à Gouari, à Djalakanda, à Pangadougou. Donc il y a eu à peu près 32 morts. Donc c'est la preuve que ça ne va pas dans le pays. C'est vrai, il a tenu un discours pour dire que lui, il mettra tout en œuvre pour que le Mali puisse récupérer et le centre et le nord, pour que les services sociaux de base puissent retourner. Maintenant, il va faire ça par quel moyen? Par quel coup de baguette magique? Et il a parlé de la justice. Et il a dit que si les pseudo-jihadistes ont pu s'incruster, c'est parce qu'il y avait une justice à deux vitesses, une justice qui était caractérisée par sa lenteur, une justice qui était caractérisée par la corruption. Tout ça, c'est vrai. Mais là où nous, on n'est pas tellement d'accord avec les M5, il faut le dire, le fait que le M5, à un moment donné, avait exigé le départ du président de la République. Et le M5 a été remettre le mémorandum acquis au président de la République. Ça veut dire que quelque part, le M5 a reconnu qu'il est toujours le président de la République. Parce que le président de la République, à son tour aussi, veut toujours travailler conformément à l'esprit de la Constitution. Or, le M5 aussi estime que cette Constitution a toujours été violée par le président de la République, parce qu'un président de la République, quand il est élu, d'abord, il jure pour dire qu'il mettra tout en œuvre pour que l'intégrité territoriale ne soit pas menacée. Or, à l'heure actuelle, il faut reconnaître que l'intégrité territoriale du Mali est menacée. Ce n'est pas pour vous faire rire, mais il n'y a pas longtemps, j'ai été à Mopti, je suis parti vers le gouvernorat, je me suis amusé avec un pirogue, je lui ai dit que je vais traverser le fleuve pour aller à Bargandoga. Il m'a dit, ah, Bargandoga, ça c'est le territoire d'Amadou Koufa, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Donc ça veut dire déjà que ça ne va pas quelque part. Parce que pour respecter une constitution, il faut que cette constitution soit respectée par l'ensemble du peuple malien. Vous allez parler de constitution dans les fiefs d'Amadou Koufa, mais on va vous déchiqueter. Vous allez parler de constitution à Yad Agali, il va vous prendre pour un comédien. Donc réellement, il y a des problèmes dans le pays, et ça c'est une réalité. Mais ce que nous souhaitons que toutes les parties vraiment puissent aller vers le dialogue, que toutes les parties comprennent que la situation du pays est telle qu'il faut une union sacrée. Pour que la République de Mali puisse continuer à survivre, il faut le respect, et il faut qu'on respecte les valeurs sacro-saintes de la République. Et ça, c'est une réalité. Parce que si je vous dis une chose, si le Mali chute, c'est toute la sous-région qui va chuter. Et dernièrement, en Mauritanie, si j'ai bonne mémoire, le président Macron a fait savoir au président Ibeka qu'il y a des problèmes dans son pays et qu'il n'a qu'à venir résoudre ces problèmes. Et justement, la CEDEAO a déjà fait des propositions. Si la CEDEAO doit revenir, est-ce que la CEDEAO ne va pas revenir avec les mêmes propositions? Parce que je pense que la CEDEAO a déjà fait des propositions. Oui, la CEDEAO a fait des propositions. Et d'abord, la CEDEAO a souhaité
qu'il y ait des élections partielles dans les localités où il y a eu des contestations. La CEDEAO a souhaité la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Or, apparemment, le président de la République ne veut pas lâcher Boubou. Or, un des problèmes d'Ibeka aujourd'hui, c'est Boubou Cissé. Nous, on n'a pas froid aux yeux, on le dit clairement. Donc, un des problèmes du président Ibeka, c'est Boubou Cissé. Parce que dans l'esprit du M5, si on doit choisir un premier ministre, on doit choisir un premier ministre de consensus qui va choisir des ministres avec un gouvernement restreint et avec une feuille de route bien définie. Et sur la base de cette feuille de route, le Premier ministre va travailler et le Premier ministre va nommer les grands commis de l'État vraiment pour les mettre à la tâche. Et dans le mémorandum du M5, on parle de transition, c'est de la mise en place d'un organe législatif qui sera chargé de gérer la transition. Donc, les propositions de la CEDEAO, c'est vrai, une partie des préoccupations de la CEDEAO a été prise en compte, mais pas toutes les parties des préoccupations de la CEDEAO, parce que par rapport au gouvernement, je vois mal Boubou Premier ministre et que le M5 puisse accepter cela. Le M5, c'est démembrement et une bonne partie de la société civile. Et reconnaissons-le, Boubou aujourd'hui est vraiment décrié. Et justement, hein, le M5 maintient la pression, maintient le cap. Est-ce que le meeting du vendredi 10 juillet tient toujours? Oui, bien sûr, bien sûr. Le meeting tient et j'en appelle au bon sens de tous les Maliens, de tous les patriotes, de se rendre à ce meeting-là le vendredi 10 juillet pour montrer réellement notre détermination. Vous savez, lorsqu'on regarde le mémorandum qui a été proposé à Ibeka et tu le compares à ce que la CEDEAO avait demandé, la CEDEAO, c'est un élément de ce que la CEDEAO a demandé qui se trouve dans le mémorandum. Mais nous, on avait déjà dit au départ que le mémorandum n'est pas négociable. Nous avons décidé que le président de la République, nous avons souhaité du moins qu'il démissionne avec son régime. Par la grâce de Dieu, à cause des sollicitations de beaucoup de personnes de l'intérieur comme de l'extérieur, nos partenaires techniques et financiers, la communauté internationale et notre autorité morale, l'imam Diko, nous avions décidé d'ailleurs, pour le Mali également, parce qu'au fond de nous, finalement, on était convaincus que c'était une bonne chose de renoncer à la démission du président de la République et de proposer un mémorandum dont le contenu n'était pas négociable. Je pense que si le président cherchait une solution, c'était au moins de répondre clairement, point par point, à ce qui se trouve dans ce mémorandum. La Cour constitutionnelle, il parle de remembrer. Nous, on a dit de renommer les 9 membres de la Cour constitutionnelle. On n'a pas besoin de remembrement aujourd'hui. Surtout qu'il y a un détail très clair. Normalement, cette cour-là, même la présidente, je pense qu'ils en ont pour 4 mois, un truc comme ça. Et la présidente, même 3 mois à l'avance, on peut la laisser pour aller vaquer à d'autres choses en attendant. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de prendre la décision solennelle de renommer les 9 membres le plus vite possible? L'Assemblée nationale dont il a parlé de telle sorte que si c'était la solution pour le Mali, donc oui, il est prêt à l'appliquer, la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il se pose le doute? Parce que c'est ce qui lui a été proposé par le M5 et par beaucoup d'autres personnes. Pourquoi il ne veut pas l'écouter? Parce que ça ne l'arrange pas. Et c'est là où nous avons des soucis. Pourquoi s'accrocher à une Assemblée nationale dont le président a été mal élu? À la base déjà. Une Assemblée nationale dont le président a été élu contre bons et marés au niveau même de la majorité présidentielle. Pourquoi s'accrocher à cela? Ça nous donne à réfléchir. Donc pour toutes ces raisons, nous voulons expliquer aux Maliens que ce doute-là qui persiste dans la gestion chaotique, calamiteuse de ce pays, si ça continue jusqu'en 2023, on a peur que le Mali ne disparaisse. Et là, le M5 va plus loin en parlant de désobéissance civile. Mais c'est tout à fait normal parce que quand on nous parle de constitution, nous restons derrière la loi également. Et nous avons imaginé que, en disant aux gens que l'article 121 de la Constitution nous donne droit à une désobéissance civile, c'était tout à fait normal que les gens comprennent que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas républicains ou nous ne sommes pas ceci, cela, que nous voulons casser le pays. Nous nous basons également sur des articles de la Constitution.
cette désobéissance civile, nous allons l'appliquer dans toutes ses formes. Parce que la première sortie du 5, c'était vraiment pour faire savoir au peuple, au monde entier ce qui se passe chez nous. Le 19, c'était pour montrer la grandeur d'âme des Maliens et du M5 RFP. Mais cette fois-ci, nous allons également montrer que nous sommes déterminés à en découdre avec un régime qui ne veut pas nous écouter, un président qui pense qu'il faut toujours berner le peuple, il faut toujours sortir des phrases juste pour ne rien faire et promettre mont et cieux, alors qu'aucune décision sérieuse de ce pays, aucune promesse sérieuse n'a été appliquée à la lettre depuis que nous sommes là en 2013 avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur Maïga, vous êtes déterminé, le président Ibeka aussi est déterminé, parce que le président dans son discours s'engage à servir le Mali malgré les obstacles. Il l'a dit dans son discours. Oui, mais il était là depuis 7 ans pour servir le Mali. Ça ne nous a pas quand même empêché de perdre des avions qui sont coulés au sol. Ça ne nous a pas empêché que l'école ne marche pas. Ça ne nous a pas empêché que l'économie est à plat. Ça ne nous a pas empêché qu'on ait une gestion patrimoniale de l'État. Ça ne nous a pas empêché d'avoir une gouvernance calamiteuse. Ça ne nous a pas empêché finalement d'être dans l'insécurité totale où aujourd'hui c'est la nation malienne. C'est le pays qui est en voie de disparition. Il était où pendant tout ce temps-là? Pour venir promettre aujourd'hui le développement. Il va développer quoi? Avec quels moyens il va développer? Nous avons vu dans quelles conditions l'armée se trouve. Vous avez vu des gens qui sont transportés à Nioro par l'avion des FAMA. Hier tout près. Alors qu'on nous dit qu'on ne peut même pas rapatrier nos corps, les corps de nos braves soldats. Je vous en prie, aujourd'hui, le président, je pense, à sa place, puisqu'on lui a donné la chance de rester, s'il aime le pays, la meilleure des choses, c'est de démissionner. Mais s'il aime le pouvoir, il peut également rester dans son pouvoir, mais laisser le M5 RFP donner la chance au Mali d'exister en apportant une refondation de l'État, en apportant un changement profond dans le système malien. Ça, je pense que ce serait à son avantage, parce que nous, au niveau du M5 RFP, on ne veut pas le traîner en bout, on ne veut pas le ridiculiser. On veut qu'il soit là comme président, puisqu'il aime se promener. Il a son avion. On va toujours le laisser aller se promener, aller faire tout ce qu'il veut. Il est président de la République. Mais le travail qui va faire avancer notre pays, nous allons nous y atteler avec sérénité. C'est ça la différence. Oui, l'objectif recherché, c'est une solution, la solution à une sortie de crise. Monsieur Kobak, quelle solution pour sortir de cette crise? La solution pour sortir de cette crise, d'abord, il devrait tout faire pour éviter le meeting de demain. Il devrait tout faire pour éviter la campagne de désobéissance civile. Vous savez que nous sommes dans un pays très fragile et la majorité de la population vit au jour le jour. Maintenant, avec la campagne de désobéissance civile, vraiment, ça va beaucoup perturber les activités économiques et ça aura un impact sur ceux qui vivent, surtout sur ceux qui vivent dans l'informel et sur l'ensemble de la population malienne. Et de mon point de vue, il devait vraiment tenir un discours allant dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la réconciliation nationale. Le M5 a posé des revendications. Et le M5 est le porte-voix de d'autres couches de la population, il faut le dire. Et à chaque fois, le M5 parvient à mobiliser des foules. C'est vrai, le M5 est une composante de l'ensemble de la nation malienne, mais les revendications du M5 sont les revendications aujourd'hui de la majorité de la population. C'est-à-dire, si vous descendez en ville, si vous écoutez les uns et les autres, et réellement, ils vous diront que ça ne va pas. Ça ne va pas d'abord sur le plan sécuritaire. Et la preuve que ça ne va pas sur le plan sécuritaire, c'est l'enlèvement de Soumaïla Cissé. Ça, c'est une réalité. Et sur le plan économique, ça ne va pas parce que le panier de la ménagère a tendance à diminuer. Donc, le président de la République devrait prendre des mesures urgentes. Il dit qu'il y a le programme d'urgence présidentielle. Et depuis que ce programme a été institué, est-ce que ce programme a donné des résultats tangibles? Moi, je me pose cette question. Donc, il y a des urgences auxquelles le président devrait faire face, telles que d'abord la mise en place d'un gouvernement d'union nationale et répondant aux attentes des différentes populations. Et ce gouvernement d'union nationale va travailler avec un premier ministre qui a une feuille de route clairement définie pour tenter de restaurer l'État malien en tant que tel, entreprendre des réformes constitutionnelles. Le président de la République sera là, il sera observateur de tout ce qui va se passer. La preuve que
ça ne va pas dans le pays depuis qu'il est venu au pouvoir. Combien de fois il a changé de Premier ministre? Et avec tout ça, ça ne va pas. Vous savez, au Niger, depuis que Mamadou Issoufou est venu au pouvoir, il n'a qu'un seul Premier ministre, Birigi Arafini. À présent, Birigi Arafini est le président du Niger et Mamadou Issoufou est en fin de mandat. Donc, réellement, dans le pays, il y a des problèmes. Il faut qu'il fasse tout pour résoudre ces problèmes. Il y va de sa crédibilité. Il ne s'agit pas de tenir des beaux discours, dire que je vais faire ça, mais il s'agit de procéder à la pratique. Ce n'est pas à 2 ans et 6 mois de la fin des mandats qu'on peut redresser un pays. Moi, je pense qu'il entend des raisons. Il s'engage quand même à faire des compromis. Hein? Oui, il s'est engagé à faire de... Vous savez, le Mali est un pays de dialogue. Le Mali est un pays où chaque fois on fume le calumet de la paix. Dès qu'il y a une situation qui est là, et les personnes de bonne volonté, que ce soit les religieux, les recotrades, les familles fondatrices, tout le monde se mobilise pour essayer d'éteindre le feu. Et ça, c'est ce qui fait les valeurs cardinales du Mali. Et c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est dommage qu'avec lui, que le Mali puisse atteindre un tel niveau de bassesse, c'est à la limite très grave. Vous savez, dans le temps, c'est nos chefs d'État qui partaient faire le dialogue entre les membres d'un même pays pour tenter de résoudre leur crise. Aujourd'hui, c'est la communauté internationale qui est au chevet du Mali. Or, le 4 septembre 2013, quand il tenait son discours devant un gotha de chefs d'État et de gouvernement, il a dit que plus jamais ça et qu'il fera tout pour que le Mali puisse retrouver sa place dans le concert des nations. Or, aujourd'hui, à chaque fois, c'est l'amunissement, c'est l'Union africaine, l'Union européenne qui viennent au chevet du Mali. Vraiment, c'est à la limite. Viennent dans le dossier malien. Dans le dossier malien, à la limite, c'est insultant. Voilà, même question, hein, M. Maïga. Comment sortir de cette crise? Oui, je vais répondre rapidement sur la partie de la communauté internationale. Il dit que le Mali est un pays qui respecte ses engagements internationaux. Qu'en est-il de l'accord d'Alger? C'est un engagement que le Mali a pris. On est où 5 ans après la signature de l'accord d'Alger? Donc je laisse la majorité, sa majorité, l'une de ses majorités de répondre à la question. Et par rapport à la CEDEAO qui doit venir, vous voyez la façon de gérer de l'institution qui est la première institution dans notre pays, la présidence. Comment la CEDEAO peut vous faire des revendications, vous recommander clairement des solutions de sortie de crise? Vous ne les appliquez pas et vous acceptez aujourd'hui dire au peuple que cette même CEDEAO va revenir pour résoudre des problèmes au niveau de la Cour constitutionnelle. Ça veut dire quoi? Je pense que pour que quelqu'un te donne de bonne foi des solutions, il faut qu'il sache que tu acceptes d'écouter au moins ce qu'il te propose. Mais si tu prouves réellement que tu le prends pour, je ne sais pas, un jeu, mais ils vont jouer également avec toi. Ça, c'était juste pour montrer que dans ce discours, il y a beaucoup de choses qui peuvent choquer. On peut faire des heures et des heures à aller et à y revenir. Maintenant, pour sortir, j'avais déjà commencé par dire, il y a 2 solutions. La première solution, que le président dise « je démissionne » et je laisse le pays entre les mains du M5 et du reste du peuple malien pour vraiment sortir le Mali de cette crise. S'il veut, il peut également dire non, j'accepte le mémorandum, même si sur ce plateau, je le dis et je le confirme, quand il a rejeté le 5 juillet notre mémorandum en nous renvoyant à aller discuter avec cette soi-disant majorité, nous avions purement et simplement décidé de revenir à notre demande première. La demande première pour nous, c'était la démission de Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. Et le 10, nous sommes encore sur cette position. Mais concernant la démission, vous avez revu un peu la copie à ce niveau-là? Non, c'est ce que je vous disais. Jusqu'au 5, on était dans cette posture-là, de lui laisser continuer et qu'il accepte le mémorandum. Mais du moment où il a rejeté le mémorandum, il nous a traités avec mépris. Je pense qu'il n'y a pas autre chose à attendre de l'homme. Il faut tout simplement qu'il sache que nous n'allons pas nous laisser faire. Cette solution d'accepter aujourd'hui le mémorandum, je pense que humainement, ce n'est pas trop tard. Si d'ici minuit aujourd'hui, il accepte de dire officiellement encore, il sort pour dire
d'accord, je prends à 100% le mémorandum du M5, je pense que la marche va être, la sortie du 10 va être évitée. Sinon, si on sortait le 10... Il s'est adressé il y a juste quelques heures et il a promis de faire des compromis. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas lui donner un peu de temps? Oui, malheureusement, lorsqu'on ne tient pas ses promesses, la confiance s'effrite. Puisque l'objectif, c'est la recherche des solutions. La recherche des solutions. Mais depuis combien de temps nous sommes en train de chercher cette solution? N'oubliez pas que quand on est sorti le 5, n'eût été l'implication de d'autres personnes, il n'a même pas voulu, il n'a pas daigné s'adresser à son peuple. Alors, on lui a laissé quand même le temps. Oui, là on parle de solutions. Oui, mais voilà, c'est pour vous dire tout simplement que les solutions, ce sont ces deux aujourd'hui qui peuvent sauver la situation. Sinon, je ne pense pas qu'on puisse lui donner encore le temps de venir nous dire quoi, de promettre quoi. La preuve en est que voilà ce discours. Il est insultant, il est creux, il est tout simplement une façon de divertir les gens. Tout sauf sincère également. Tout sauf sincère. Et ça prouve également qu'il n'y a pas de conseiller ou il n'écoute pas ses conseillers pour faire avancer ce pays. Donc comment on peut lui donner du temps pour réfléchir? Il va réfléchir pour nous sortir quoi? Moi, je pense que d'ici ce soir, il a encore le temps, d'ici minuit. Hier soir, on a attendu minuit, même si c'est quand même aberrant qu'un discours à la nation se tienne un jour ouvrable, hein, à minuit. Ça veut dire demain, ne partez pas travailler parce qu'on doit écouter le président. Non, les raisons peuvent être techniques aussi. Hein. Oui, je ne suis pas... Oui, les raisons techniques, je ne suis pas d'accord avec cela parce que nous sommes dans un pays médiocre. À tout bout de champ, au niveau de l'administration, rien ne marche correctement. Mais un discours qui a été annoncé à 17 h, je pense qu'à 20 h, on devrait trouver les voies et moyens pour le faire passer sur les antennes. Une autre solution que je pense possible, si réellement d'ici minuit, le président peut sortir également pour dire, voilà le M5, vous avez 9 points et sur les 9 points, je suis d'accord que je vais prendre les 9 points en charge, mais reporter peut-être la marche d'une semaine et nous allons nous asseoir pour faire le point de tout ce qui a été demandé. Et là, je pense que on peut réfléchir également comment sursoir à cette marche. Mais si les gens sortent le vendredi, le reste, on ne pourra plus le maîtriser. C'est clair et net qu'il ne faudra pas qu'on pense à des solutions miraculeuses, non. Les solutions miraculeuses, il pourrait toujours y avoir des solutions, nous allons y réfléchir ensemble. C'est la fin de cette édition spéciale consacrée au décryptage du discours du président Ibeka, son discours à la nation. C'était ce mercredi dans la soirée. Nous étions avec Abdelkader Beiga du M5 RFP et avec monsieur Badou Sidi Koba, journaliste. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre disponibilité. C'est la fin de cette édition spéciale. Excellente suite de programmes sur Africable Télévision.